Si vous êtes parent, un des sujets qui est extrêmement compliqué à aborder avec vos enfants, c'est sans doute tout ce qui est lié au corps, à l'amour et à la sexualité. Et justement, mon invité d'aujourd'hui, Charline Vermont, a écrit un livre génial qui s'appelle « Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser », qui va pour les enfants de 5 à 12 ans. Avec Charline, que j'ai connue à travers une amie qui est Olympe de G, que vous avez peut-être déjà entendu plusieurs fois d'ailleurs sur ce podcast, on parle de lâcher prise, on parle de masturbation, on parle de changement de vie aussi, de la manière dont elle est passée d'une carrière qui était extrêmement prometteuse pour être dans une démarche totalement tournée vers les autres à travers une communauté qu'elle a créée sur Instagram, à travers son compte, Orgasme et moi. On rit énormément, on parle de plaisir, de sexe, d'éducation sexuelle pour les enfants et les ados. On parle de clito, de sexualité féminine, de la morphologie. On parle de désir, on parle de maternité. On fait plein de coucou à plein de personnes. C'est une conversation extrêmement joyeuse, comme vous allez pouvoir l'entendre. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour Charline. Salut Greg. Bonjour la commu. Ouais, coucou la commu. J'aimerais comprendre, ou plutôt peut-être, comment ça se fait pour toi que le sexe, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, dès que tu parles de cul, les gens tendent l'oreille. Ouais. Et pourtant, on n'est pas du tout égaux dans les discussions autour du sexe. T'as pas la sensation? On est égaux devant rien. On est égaux pas devant grand-chose. On est égaux devant la mort. Ça, c'est vrai. Ouais. Et du coup, tu peux répéter la question? La question, c'est... la question, c'est... Est-ce que t'as pas cette sensation c'est un sujet qui intéresse tout le monde? Ouais. Tout le monde tend l'oreille dès qu'il s'agit de cul. Et pourtant, et Dieu sait qu'on est mal informé, voire pas informé, sur tout ce qui concerne le sexe. Maintenant, beaucoup mieux, mais quand même, pendant des années, c'était pas le cas. Et je considère pas les films porno comme de l'éducation, évidemment. Ouais. En tout cas, le porno mainstream. Et comment ça se fait que, du coup, pour certaines personnes, ça reste un truc ultra tabou, alors qu'en fait, ils tendent l'oreille aussi, en fait? C'est compliqué, hein. Je pense qu'il y a une question de connexion à soi. Enfin, il y a une espèce de... Ouais, enfin... Il y a un moment, en fait, où tu te connectes à tes émotions, à tes ressentis, et une forme de... J'ai envie de dire d'instinct. Enfin, il y a quelque chose de, quand même de très animal en nous. Et ça peut faire peur, en fait, cette part-là. Et je comprends qu'elle fasse peur. Pour certaines personnes, ça vient hyper naturellement, j'ai envie de dire. Et du coup, on se pose même pas la question. Enfin, c'est mon cas. Du coup, c'est vrai que j'ai parfois du mal. Non, mais c'est vrai, en fait. Non, mais je comprends. Du coup, j'ai parfois du mal à comprendre les réserves parce que, effectivement, comme tu dis, on n'est pas égaux devant ce sujet. Et du coup, il m'a fallu beaucoup de temps aussi, à mesure que le compte grandissait, pour essayer d'appréhender justement ces différences et essayer également d'inclure ces personnes pour qui le sujet n'est pas simple. Et en fait, quand tu creuses, tu découvres parfois de la violence. Tu découvres des intimités qui n'ont pas été respectées. Bien sûr. Tu découvres des éducations extrêmement difficiles, extrêmement shameful, donc qui visent à faire honte, à stigmatiser. Et du coup, ou simplement des éducations dans lesquelles la sexualité est tabou. Et en fait, ça prend vachement de temps en fait, de déblayer tout ça, de déconstruire tout ça. Et de se dire en fait que non seulement le sexe, c'est pas sale, c'est pas honteux, c'est pas tabou. Donc il dit full. Yes. T'as cette référence. Mais surtout, c'est positif. En fait, voilà, c'est un peu tout l'intérêt de ce qu'on appelle la sexualité positive, c'est juste de replacer ça comme une expérience profondément humaine qui, quand elle est pratiquée dans la bienveillance, le respect, le consentement, est quelque chose qui peut faire rayonner, en fait. Ça nous reconnecte à nous-mêmes, ça peut nous reconnecter aux autres, et c'est juste une expérience qui peut être un point de départ pour qu'il y ait un rayonnement encore plus grand. Donc voilà. Carrément, il y a plein de gens qui parent de lâcher prise, et je crois que le sexe, c'est un bon endroit, tu vois. Ouais. Et Dama, c'est marrant que tu dises ça parce que tu vois, je sais pas pourquoi je fais le lien, mais bon, c'est pas grave. Je te laisserai te débrouiller avec les rushs. mais tu vois, il y a une personne qui m'a dit, est-ce que tu pourras faire un live sur la sexualité des personnes HPI, HPE, donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Ah, mais parce que c'est extrêmement compliqué, le lâcher prise pour certaines personnes HP, etc. Et tout d'un coup, on est parti en débat lors d'un meet-up là-dessus.
Et j'ai dit, bah voilà, moi, c'est très intéressant. Bah, ça rejoint un peu ce que tu disais. J'avais la sensation que pour l'enfant que j'étais, qui passait sa vie à se soucier du regard des autres, de ce qu'on pourrait en penser, et quand j'étais seule, c'est toujours à 200 à l'heure. Il y avait un endroit dans lequel je m'oubliais complètement, enfin, quelques endroits. Mais alors, la sexualité, du coup, à l'époque, c'était la sexualité avec moi-même. C'était un champ merveilleux où j'oubliais complètement, en fait, tous mes soucis d'enfants qui étaient plus ou moins bien, qui s'intégraient plus ou moins bien, qui avaient un environnement familial qui était parfois plus ou moins difficile, etc. Ah, il y avait un champ dans lequel je m'épanouissais à fond et je lâchais totalement prise. Et c'était hyper OK. C'était le sexe, avec moi-même. Et du coup, je disais, du coup, en grandissant, c'est resté ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai été longtemps hyper timide, réservée, très stressée par tout, anxieuse et tout. Il y avait un endroit dans lequel, dès que j'entrais, j'étais complètement moi, libérée, complètement... c'était le sexe. Et du coup, en fait, il est impossible de traiter le sujet de manière monolithique, mais comme pour plein d'autres sujets. Donc je pense qu'effectivement, il y a des personnes HP pour qui ça peut être compliqué de lâcher prise, et d'autres au contraire, où du coup, moi, quand j'ai envie de m'extraire justement de ces pensées, de ce cerveau qui fonctionne un peu, qui... un peu trop vite, en fait, je fais du sexe. Ça t'arrive souvent, du coup. Du coup, c'est l'endroit du lâcher-prise, justement. Voilà, mais c'est exactement ça. Enfin, ça peut être ça. En tout cas, ça peut être ça. Donc c'est bon, voilà. Et alors, du coup, si on revient à la genèse du conte, à quel moment pas à quel moment, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire, tiens, je vais créer un conte sur ce sujet, en fait? C'est pas arrivé comme ça. Mais j'imagine bien. Aux personnes qui se disent, alors, un beau matin, je me suis réveillée, Charline s'est réveillée. Si, je me disais. Non, mais déjà, en fait... j'étais très éloignée des réseaux sociaux. Donc, pendant très longtemps. Donc, je vivais à San Francisco à l'époque où Facebook a été créé. D'accord. Donc 2004. Et du coup, je pense que j'étais une des premières Françaises à avoir Facebook. Donc j'étais hyper connectée. T'as conscience que c'est complètement contradictoire, ce que tu viens de dire. Oui, je sais. Du coup, 10 ans plus tard, j'étais aussi peut-être une des premières de ma génération à quitter Facebook. En disant, c'est bon, j'ai fait le tour. OK. Alors, les réseaux sociaux, c'est bien, mais la vraie vie est ailleurs. Donc, hyper snob, c'est bon, moi j'ai tout vu, tout su, c'est bon, allez hop, sans moi. Et du coup, je suis partie des réseaux sociaux. Et du coup, j'ai fait pas mal de projets avant autour de la sexualité. D'accord. Mais du coup, en dehors des réseaux sociaux. Ensuite, j'ai une grande passion pour le milieu associatif. Donc, je me suis retrouvée à 20 ans dans une asso qui travaillait sur la réinsertion des jeunes en difficulté et en situation de handicap. Ensuite, j'ai énormément œuvré dans les droits LGBTQIA+. J'ai créé une boîte gay à Pékin avec des potes. Enfin bref, j'ai beaucoup évolué dans le milieu LGBT. Et puis, je suis arrivée à la sexualité et la sexo, ça a toujours été un fil conducteur, je pense, réellement. Si je suis honnête, j'ai envie de dire depuis toujours, en fait, je me revois. Tu sais, ma mère est gynéco-obstétricienne, mes deux parents sont médecins, mon frère est médecin. Enfin, je suis dans une famille scientifique et à la maison, il y avait des collections de Vidal, tu sais, dans les bibliothèques, sur tous les murs de la maison. Et du coup, je me revois gamine en train de compulser les Vidal de ma mère, en train d'essayer de trouver... une explication à ce que je vivais dans mon corps. Ça s'appelle un orgasme maintenant, je sais. Mais bon, j'ai longtemps cherché. Donc, à la fois, j'avais une vision très médicale du truc et en même temps, il n'y avait rien qui l'expliquait. Et en fait, c'est une sensation qui m'habitait et qui m'interrogeait beaucoup. Je la connais depuis aussi loin que je m'en souvienne. Donc, je ne sais pas à quand ça remonte, mais pour moi, c'est depuis toujours. Et puis du coup, à 16 ans, j'ai décidé de franchir la vitesse supérieure. Et du coup, j'avais mes carnets de masturbation, en fait, où je tentais littéralement tout, toutes les possibilités pour me faire jouir, en notant vraiment très, très strictement avec un chronomètre le temps qu'il me fallait pour jouir, allongé sur le ventre, allongé sur le dos, accroupi, assise, avec un pommeau de douche, sans pommeau de douche, avec des objets variés et multiples de la maison, sans objet, combien de temps entre deux orgasmes, etc. Et je trouvais le sujet littéralement
passionnant. Ah, c'est ouf. Et puis du coup, c'est hyper drôle. et puis après, rien. Après, j'utilisais mes partenaires comme expérience scientifique. Donc, non, j'ai eu beaucoup d'affection pour LE et honnêtement, mais c'était drôle à quel point en fait, les aspects purement, physiologie et la physiologie du plaisir, que ce soit chez moi ou mes partenaires d'ailleurs, me faisaient complètement triper. Et typiquement, la première vidéo que j'ai publiée, qui est la vidéo Clito, c'est une vidéo qui est honnêtement la meuf qui se lance des fleurs, qui est un peu pionnière en la matière parce que j'ai jamais rien lu dans la littérature médicale sur le sujet. Par contre, j'ai expérimenté. Et typiquement, quand j'avais une partenaire à clitoris, la première question, donc, quand elle m'autorisait à relationner et puis à entrer dans son intimité en disant ok. Donc je regardais le clito, comment il était fait, sa sensibilité. Je disais, je menais un questionnaire en fait. C'était du coup à quel âge t'as commencé à te masturber ? Est-ce que tu peux me montrer comment tu te branles ? Bon, déjà ça me permettra moi de mieux savoir comment te donner du plaisir, mais aussi et du coup en fait, ça, cette espèce de base de données qui est mon histoire de relation avec des filles, ça m'a permis en fait de mettre en lumière quelque chose que personne n'avait jamais écrit, qui est, on parle tous des pénis de tailles différentes, de morphologies différentes, de sensibilités différentes, mais pourquoi est-ce que personne n'a jamais parlé qu'il existait exactement la même chose chez les clitoris en fait, et qu'en fonction du fait qu'il est plus ou moins encapuchonné, plus ou moins sensible, tu vas pas le stimuler de la même manière pour parvenir à l'orgasme, et qu'en fait c'est très important en fait de connaître son propre corps, le corps de ta partenaire, pour savoir comment stimuler son clitoris en fonction de sa morphologie, sensibilité clitoridienne, pour pouvoir l'accompagner vers l'orgasme. Et ça c'est un truc, tu vois, du coup c'était ma première vidéo, mais tu vois cette vidéo, si on est réellement honnête, elle est en jachère depuis plus de 20 ans en fait, voilà. Et c'est fou parce que, cette conversation que toi t'avais du coup, ouais. Je pense que pour plein de personnes, garçons ou filles, c'est une conversation qu'on a du mal à avoir, tu vois, avant la relation sexuelle, de se poser des questions. Et donc toi, t'aimes bien quoi ? T'aimes bien quand tu touches ci ? T'es sensible, c'est pas sensible ? Si t'en as, je veux dire. Ouais. Mais même pour un mec, tu vois, ta poitrine, comment ça se passe ? Où est-ce que t'aimes bien qu'on te touche ? Est-ce que t'aimes bien qu'on te lèche ? Est-ce que, et en fait, moi, en tout cas, peut-être que je globalise, mais c'est peut-être juste moi, mais tu as du mal à avoir ces conversations au début, ou en tout cas avant la première relation sexuelle. Ok. Mais peut-être que c'est juste moi. En fait, je sais pas, mais pour mais moi, en même temps, je trouve ça super utile. Le corps, c'est un corps, je sais pas comment dire ça. Il y a un côté en moi qui dédramatise. Non, mais on va pas rentrer là-dedans parce que du coup, je veux dire, tu vois, mais c'est vrai que, je suis la meuf qui lâche des caisses sans même s'en apercevoir et en oubliant de s'excuser parce qu'effectivement, il y a de l'air à l'intérieur, il y a de l'air qui sort. Je veux dire, on est, tout va bien, quoi. C'est qu'un corps et du coup, ça fait hurler de rire mes potes à chaque fois parce qu'effectivement, c'est nature peinture, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée, la pauvre. Elle va me dire, mais pourquoi t'as parlé de moi dans ce podcast ? Mais effectivement, je suis du... Non, c'est horrible. Mais c'est pas grave, je me mets à nu. Mais du coup, je me revois, on finissait le livre avec mon éditrice chez elle et je lâche une énorme caisse alors qu'on est en train de manger des excellents sushis avec du vin blanc. Et puis en fait, je m'en rends pas compte. Donc elle explose de rire. Je fais, qu'est-ce qui se passe ? Elle me fait, je fais, oh merde. Excuse-moi, je m'en suis pas rendu compte. Refou rire. Et puis quand ça s'est reproduit dans la soirée, là, j'étais un peu plus vigilante. J'ai pété, hein. Elle fait ouais, je m'excuse, hein. Et le lendemain matin, on se met à bosser. Et alors, je lui dis, ça va ? Ça allait ton caca du matin ? Elle fait, comment tu sais ? Je fais, je sais pas, moi, caca du matin, obligatoire. Si. Et elle fait, ouais, non, toi, je sais, mais comment t'as su que moi aussi ? Je fais, je sais pas. Elle fait, tu sais que je n'arrive jamais à lâcher un caca du matin, une commission number B, sauf en présence de mon mari, ma mère, mais quand il y a une autre personne dans la maison, je ne peux pas chier. Et je fais, mais il n'y a pas de problème. Elle me fait, et avec toi, là ? Je me suis dit, ouais, ça c'est notre conversation d'hier soir. T'as compris qu'en fait, j'en avais rien à carrer, tu vois, du fait. Et en fait, c'est vrai, je me rends compte à quel point les gens se mettent globalement une espèce de barrière entre eux et leur corps, et qu'à partir du moment où tu fais tomber cette barrière juste en laissant le corps s'exprimer, non seulement
bah voilà, toi, enfin moi, voilà, moi je suis du style à arriver pimpante dans le bureau en disant ouais, ça va bien, bonne journée aujourd'hui, mon caca du matin était parfait, on y va, allez au travail. Et ben du coup en fait ça rayonne sur les autres qui se disent ouais en fait c'est bon, c'est juste, enfin tout va bien et voilà. Donc je suis désolée, on est complètement parti à côté. Non, c'est pas grave, mais je te dis juste un truc qu'on m'a dit quand même, Ouais. qui va peut-être résonner, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait un lien assez fort entre HPE et les caisses, en l'occurrence. Et les caisses, ouais, je sais pas. C'est vrai. Je vois pas le rapport. Mais non, mais moi non plus, je vois pas le rapport. On a tous de l'air entre qui ça. Après, je sais pas, j'ai pas compris. Mais bon. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que, enfin, je sais pas, je me suis jamais plus posé la question que ça. Et tant mieux, peut-être, parce que du coup, c'est. Et du coup, le compte, il est arrivé naturellement. Parce qu'en fait, c'était ma question à la limite. Alors, le compte, voilà, c'est vrai. Alors, non, il s'est pas arrivé naturellement, enfin, comme ça. Et il y a eu le premier blog sexo en 2015. Et c'est un blog familial où je racontais les aventures avec voilà, mon mari, un enfant, puis 2 enfants, puis 3 enfants. Il y en a quand même 3 en 3 ans, donc les aventures étaient assez intenses. Et puis je sais pas pourquoi, enfin si moi je sais très bien pourquoi, le blog familial, tout d'un coup s'est transformé en blog sexo. C'était très drôle d'ailleurs, les gens ils ont pas compris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, clairement, moi quand j'ai arrêté d'allaiter mon dernier enfant, c'était la première fois que je me suis retrouvée sans pilule et sans hormones de grossesse ou d'allaitement. Donc moi j'ai été en pilule de 16 ans à 27 ans, l'âge où j'ai eu mon premier enfant. Et puis après j'ai enchaîné littéralement grossesse, allaitement, grossesse, allaitement, grossesse, allaitement. Ouais, dès que j'arrêtais un allaitement, le suivant arrivait. Donc en fait pendant 5 ans j'ai enchaîné, donc j'étais très voilà, maternity oriented et le blog était comme ça. Et puis, le jour où j'arrête d'allaiter dernier enfant, j'ai une espèce de vague hormonale qui est revenue, mais comme quand j'avais 16 ans. Voilà, on y revient. Ouais, non mais... On revient au basique. Et là, avec une espèce d'explosion de désir. Alors, c'était formidable. Enfin, pour moi. Mais du coup... c'est aussi les discussions qui ont commencé avec mon mari autour de chérie, il faut que je te le dise, j'ai du désir pour plein de personnes. Il fait ah ok, et je fais d'accord, tu veux qu'on en parle? Il fait ouais carrément. Il fait par contre je connais pas beaucoup de parents de familles nombreuses qui sont entrés dans des relations non exclusives. Ça te dit qu'on travaille ça avec une thérapeute? Je fais mais grave. Et du coup on s'est mis en thérapie ensemble pour travailler sur notre non exclusivité. Et du coup, le blog familial a pris une tournure assez exceptionnelle parce que du coup, c'est notre itinéraire à nous de parents, donc pendant 16 mois en thérapie, et aussi pendant 16 mois pendant lesquels, du coup, je commence à expérimenter de nouveau la sexualité avec plein d'autres personnes. Et avec aussi un constat, en fait, il y a un manque d'éducation à la sexualité monstre. Clairement. Et du coup, je me suis vraiment mise à écrire sur mon blog, genre comment faire un tuning, etc. Enfin voilà, comment faire de l'anal. J'étais vraiment en mode, il faut vraiment prendre les gens par la main parce qu'en fait, les gens n'y connaissent rien et puis n'osent pas poser des questions, ne savent pas où se documenter. Donc je te parle de ça de 2015, puis les comptes sexo-féministes d'Insta n'existaient pas encore. Et du coup, moi, voilà, de manière très détaillée, on pouvait trouver ça sur mon blog. Puis 2016, avec une pote, on monte un meet-up. Donc elle m'a dit, mais c'est génial ce que tu fais, il faut absolument qu'on crée un endroit pour en parler de vive voix. Et du coup, ils sont arrivés des réunions mensuelles où on se posait et puis voilà, on avait un ordre du jour c'était squirting partie 1, squirting partie 2, anal, et elle comme moi on était vraiment les espèces de piliers en termes de science en fait. Donc on se tapait mais toutes les publications dans PubMed, tous les livres qui sortaient sur le sujet, on les achetait en amont, on se les farcissait, on arrivait, on donnait des éclairages anatomiques, scientifiques, des études et tout, et puis après on laissait la parole circuler. Donc ça, il y avait 6, 8, 10, 12, ça a grandi comme ça au fil de l'eau. Et puis il y a une réelle intelligence collective dans la sexualité qui ne demande qu'à être partagée. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental qu'il y a eu pendant ces meet-up-là et qui, clairement, c'était les prémices aussi de mon compte Instagram. Puis après, 2017, je suis partie sur un autre projet. 2018, un deuxième blog sexo. Et il a fallu attendre fin 2018
que je découvre Instagram, Dinosaure est arrivé. Ma sœur est partie vivre au Mexique et je lui ai fait ma chérie, tu m'envoies des photos tous les jours. Elle fait écoute, Charline, je t'adore, mais tu fais Instagram en fait. Ouais, c'est ça, tu vas faire comme tout le monde, quoi. Tu vas te mettre sur Insta. Ok. Donc je crée mon compte Insta pour suivre les aventures de ma sœur au Mexique et là. L'algorithme est formidable et te suggère plein de choses et je tombe sur tout le monde, c'est-à-dire Jouissance Club, Je m'emballe Clito, Petite Révolution, tout ça et je montre ça à mon mari, je fais hey, te rends compte ce que je fais sur mes blogs depuis bientôt 4 ans, et y a des personnes, elles ont fait ça sur Instagram avec des commus immenses et mon mari qui me fait t'as qu'à faire pareil. Alors là, j'étais en mode oui. Alors en fait, c'est pas comme si j'avais un job dans lequel je travaillais facile 45, 50 heures par semaine avec une équipe à manager. 3 enfants, juste. Tranquille. 3 enfants tranquilles. Puis en plus, j'avais déjà des hobbies qui me prenaient de la place entre mon groupe de rock dans lequel je faisais de la guitare électrique, ma chorale, je faisais du chant lyrique, la pole dance. Donc en fait... c'était j'ai pas le temps. Et mon mari me fait bien sûr. Et mais c'est dommage parce que sans vouloir te vexer ma chérie, no offense. T'es un peu spécial. Et potentiellement, en fait, il y a des gens qui peuvent être intéressés par la manière un peu spéciale que t'as d'amener les choses. Ah bon. Mais non, mais j'ai pas le temps. Et jusqu'au jour où Alexandra M, coucou Alexandra si tu nous écoutes, est arrivée à la bourre. On a tous cette pote qui, tu lui dis 19h, arrive à 21h. Donc d'habitude, t'es assez intelligent et tu lui donnes 2 heures avant. Non. Voilà. Donc là, on était devant le feu comme des cons avec mon mari en train de voir la bouteille qui se réchauffait en attendant Alexandra M. Et voilà, et j'étais en train de piaffer d'impatience. Il me fait tu vois que t'as le temps. Et c'est j'ai pris mon téléphone, j'ai créé mon compte Instagram. Non. C'est la naissance d'Orgasme et moi. Ah ouais, excellent. C'est vraiment, ça s'est fait comme ça. J'ai reçu June de Jouissance Club aussi. Ouais. On se connaît bien aussi avec Elvire, donc de Petite Révolution, etc. Et je sais plus exactement comment June elle a créé son compte à l'origine, mais c'est une illustratrice, c'est un peu différent. Ouais. Mais c'est vrai que les histoires de ces comptes, c'est toujours fou, quoi. Et Olympe de G, tous ces gens qu'on embrasse, par ailleurs. Olympe, c'est encore un peu différent, mais Olympe, elle est plus proche de toi à plein d'endroits, en fait. Oui. Oui, puis géographiquement, on était réellement au même endroit. C'est ça. Et du coup, Orgasme et moi, du coup, c'est hyper logique, le titre. En fait, non, mais ça s'appelait pas comme ça à la base. Ah non? Non. Non, mais c'était très drôle. Non, à la base, tu vois, attention, ça en dit long sur l'évolution. Ça s'appelait Orgasmic Girl. Je parlais de ma personne à la base. C'est clair. Et puis, au bout de 3 semaines, le compte ressemblait déjà énormément en fait à ce que tu vois aujourd'hui, c'est-à-dire réellement les posts la première semaine, quand tu regardes mes posts, tu peux regarder, tu remontes, c'était essentiellement mes propres expériences de vie. Ça a duré littéralement 5 jours. Au bout de 5 jours, donc moi j'avais invité quelques potes et puis aussi arrivent sur la page des personnes que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Très rapidement, oui, parce que c'est la base d'un compte. Le principe des algorithmes. Ouais, voilà. Et du coup, les gens en fait me disaient ah, mais tu fais des témoignages? Mais nous, on en a plein. Et du coup, j'ai reçu plein d'anecdotes, plein de témoignages. Et donc, en fait, c'est rapidement devenu une parole qui n'était pas la mienne. Et du coup, j'ai vraiment demandé à ma commu, j'ai dit, mais en fait, ça ne va pas du tout, ce compte. Ce nom de compte ne va pas du tout. Et j'ai proposé, comme je faisais déjà à l'époque, un exercice de divergence pour renommer le compte. Et c'est une personne, je me souviens très bien qui, a proposé Orgasme et moi. Il y avait Orgasmons-nous, Orgasmez-vous. Et voilà, et c'est Orgasme et moi qui a été retenu. Excellent. Intelligence collective. Intelligence collective, mais ça, c'était clairement, par rapport au compte qui existait à l'époque, ça a été la marque de fabrique du compte très rapidement. Je m'en revois le truc. Donc, je l'ai créé en février 2019. Mars 2019, un mois plus tard, je suis en journée commerciale, journée de rendez-vous à Francfort, en business trip, toute la journée. Et je revois en fait dans le train qui m'amène à Francfort, je reçois un message d'un mec. À l'époque, le compte avait 300 à 400 abonnés, donc au bout d'un mois.
Ça a été doucement, hein, tu vois, ça a été 30, 100, 200, 300, comme ça. Et le gars me dit, j'ai un problème. Donc tu reçois ouais, c'est ça, quand même, tu reçois des messages de gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, mais parce que tu as un compte sexo, les personnes viennent te voir en pensant que tu es un sachant, une sachante, et te livrent leurs soucis. En fait, c'est des consultations de sexothérapie. Elles arrivent, enfin moi, j'ai le souvenir qu'elles sont arrivées très très tôt sur le compte. Genre au bout de 10 jours, en fait, t'as des personnes que tu ne connais pas qui viennent vers toi pour se confier sur des sujets qui, en réalité, aujourd'hui, je le sais, relèvent d'une consultation sexo. Et donc, le gars dit, j'ai un problème d'endurance. Je fais OK, alors du coup, tu vois, je lui dis, bah alors du coup, tu mesures combien? Il fait 1m80. Je fais OK, donc tu mesures, tu pèses à peu près 80 kilos. Ouais. Et du coup, t'as une partenaire. OK. Donc en fait, t'as 80 kilos pour donner du plaisir à ta partenaire. Et t'as vraiment juste envie, en fait, de te concentrer sur les 150 grammes qu'il y a entre tes jambes. C'est ça le truc. Et juste, prenons un peu de recul par rapport au pénis, voilà. Et il fait, oui, je sais, j'ai aussi des doigts, j'ai aussi une langue, et on s'en sert, on a aussi des jouets, mais quand même, j'aimerais bien aussi parfois un tout petit peu me servir de mon pénis. Et je fais, est-ce que tu lui as demandé si elle a envie que tu sois plus endurant, parce qu'en fait un marteau-piqueur pendant 5 heures, c'est peut-être pas non plus ce qu'elle veut. Et là il fait j'ai pas le temps de mettre la capote que j'ai déjà éjaculée. Et là je me dis bon, je veux bien croire que dans ce cas-là ça entre dans un champ que je veux bien prendre en compte. Et je lui fais, tu sais quoi, j'ai pas de pénis. Et même si j'ai des idées pour toi, je serai jamais exhaustive. Alors est-ce que tu m'autorises à juste anonymiser ta question? Et je la mets en story et on se reparle plus tard. Je pose la story, il était 9h du mat. Et là, je commence mon roadshow de rendez-vous commerciaux à Francfort. Je remonte à 19h dans le train Hauptbahnhof, direction Gare de l'Est. Et là, bim bam, j'ouvre mon truc, il y avait 400 abonnés. Et sur les 400 abonnés, il y en avait 50 qui m'avaient laissé un message. Oh waouh! Et là, j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Et franchement, les gens, ils ont pris de leur temps pour aider une personne qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, pour lui dire « Oui, alors moi aussi, j'ai connu ça, alors du coup, j'ai essayé la solution A, ça a marché pendant un petit peu de temps, ça a un peu perdu son efficacité, alors du coup, je suis passée à la solution B, et ainsi de suite. » Et en fait, j'étais juste hyper émue. Je crois que la première sensation que j'ai eue, c'était j'avais envie de chialer, dire en fait, ça redonne un peu foi en l'humanité. Et aussi, on était dans une période en France, avec les gilets jaunes, où il y avait une vraie fracture sociale. Et je me disais, c'est ouf parce que les gens ne savent pas ce que l'autre peut voter, son origine, sa couleur de peau, son orientation sexuelle. Mais il y a un espace là où les gens sont en train de s'entraider indépendamment de tout ça. Et c'est ici. Et du coup, j'ai lu les réponses et j'ai posté les 20 plus pertinentes, diverses, en story. Ça, c'était donc mars 2019. À cette époque-là, personne ne faisait ça. Et donc, c'était vraiment dans l'héritage de ce meet-up où, en fait, il y a une intelligence collective qui existe. Et en fait, on est réellement, en termes de santé sexuelle, et je pense que Chloé McIntosh l'a bien mise en exergue, on est au tout début d'un cycle de recherche médicale. C'est-à-dire il y a eu autant d'études dans les 10 dernières années que dans les 50 qui ont précédé en termes de santé sexuelle. Et en fait, là, on est quasiment un peu vraiment sur la brèche où il y a autant à apprendre en fait de cette intelligence collective que dans le substrat et les études et les thèses scientifiques et médicales qui arrivent sur le sujet. Et j'ai juste laissé la parole émerger. Je suis juste une personne qui laisse cette parole advenir et qui ensuite essaie de la partager. Ah oui, il y a un tri, il y a une sélection. J'essaie quand même de faire des choses un peu pertinentes. Évidemment. Mais globalement, tous les jours arrivaient des questions. Et est-ce que tu peux parler de masturbation, de personnes à clitoris et de personnes à pénis, et comment faire un cuni, et comment je fais une fellation, et comment je fais pour lâcher prise, et comment on fait de l'anal, et comment ça se passe pour qu'un plan A3 se déroule bien, et comment je fais pour gérer mon vaginisme, etc., etc., etc. Et en fait, le sujet a été posé, et derrière arrivaient
des dizaines, et puis à mesure que le conte grandissait, des centaines de témoignages sur à peu près tous les sujets. Et du coup, ce conte est vraiment devenu une espèce de bible, en fait, de recueil de témoignages sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la sexualité. Et à mesure que le conte grandissait, moi, en termes de... je courais vraiment derrière en termes de légitimité et aussi en termes de passeuse de science. Et je me suis mise à partager également de plus en plus ce que moi j'avais dans la bibliographie médicale qui est accessible. Et du coup, les stories sont toujours à double éclairage. Moi, je suis là pour apporter un contenu informatif, scientifique, anatomique, médical, vraiment, mais juste à l'aune des informations qu'on connaît aujourd'hui, comme je dis à chaque fois, parce que je suis sûre que dans 5 ans, dans 10 ans, on en connaîtra mais 10 fois plus. C'est clair. Et ensuite, une fois que tu as apporté un peu d'informations, et bien derrière, laissons la parole circuler, laissons les gens s'exprimer. Les gens, ils ont besoin de vider leur sac, ils ont besoin de se confier. Moi, je me suis rendu compte à quel point les gens avaient besoin d'être écoutés, et en particulier pendant les confinements. Donc voilà, donc le compte a explosé littéralement à partir de cette première story participative. Et tous les 2 jours, j'avais une énergie, faut le dire. Je vois pas quand tu fais référence, t'as pas du tout d'énergie. Et non, j'ai plus d'énergie. Donc voilà, tous les 2 jours, j'en lançais une autre et je croulais littéralement sous les témoignages. Et surtout, je sentais en fait l'énergie qu'il y avait dans cette commune, tout ce qu'on était en train de créer ensemble, cette espèce de bienveillance, d'absence de jugement, d'inclusivité, etc. Il m'a pas fallu 1 mois entre cette première story participative et le moment où je suis entrée dans le bureau de ma supérieure pour dire en fait, je m'arrête. Voilà. Je sais, il n'y a que 4000 abonnés. J'avais quand même fait 400 à 4000 en 1 mois. Ce qui est déjà énorme. Ce qui en fait, mais là en fait, et en fait, rien. Ensuite, on est des personnes intuitives, je pense, et là, je sentais en fait que le truc allait exploser en fait. C'est-à-dire quand tu sens, en fait, tu sais que tu es sur une machine, tu es sur un moteur, en train de, exactement, et là, c'est en train d'accélérer, et tu sais que, en fait, ça va être la fusée là, et tu as un terrain bien accroché. Et c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti mon compte. J'ai senti toute cette énergie qui était là. Et je me suis dit, non, mais il faut absolument laisser les choses se faire. Cette vibration qui est en moi, je ne l'ai jamais connue. Ça fait 20 ans que je l'attends. Elle est là. Juste go. Et puis le reste, on en reparlera. Et alors, parce que je voulais évidemment qu'on parle de ton livre, pourquoi du coup tu décides de faire un livre sur la sexualité des enfants plus que la sexualité des adultes, après tout, tu vois, comme premier livre en tout cas? Alors, c'est pas la sexualité, c'est vraiment plus l'éducation. Ouais, plutôt, oui, pardon. Parce qu'en l'occurrence, ça va sans doute leur servir dans leur sexualité d'adulte. Mais il y a des choses qui sont importantes de poser là. En fait, tu te rends compte quand tu tiens un compte pareil que l'ignorance, elle est immense et qu'en fait, elle est absente depuis le début. C'est-à-dire, en fait, t'arrives pas ignorant dans ta vie sexuelle adulte comme ça. Enfin, ça a été d'abord une absence pendant l'enfance, une carence d'éducation dans l'enfance, qui n'a pas été corrigée à l'adolescence, parce que les conversations sont encore plus awkward avec tes parents. Les institutions, l'école en particulier, n'est pas là pour rétablir... tu vois, l'école, elle rétablit quand même certaines inégalités, tu vois, en termes d'alphabétisme, etc. Il y a un sujet sur lequel elle ne rétablit rien du tout, c'est bien l'éducation et la sexualité. Donc les gens arrivent à leur majorité sexuelle en n'ayant aucun autre bagage éducatif que le porno. Voilà, qui est utilisé comme support éducatif par les enfants et les ados. Moi là, aujourd'hui, j'interviens dans les établissements scolaires et je vois en fait à quel point l'imprégnation en porno est importante. C'est déroutant. C'est vraiment, en fait, les gens ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Les questions que j'ai en disent long sur ce que les enfants ont comme représentation. Et ça commence hyper tôt. Hein. Je crois que c'est... Attends, parce qu'il y a une invitée de Yarata qui m'a dit, je crois que c'est... Enfin, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est 60% à partir de 10 ou 11 ans. Moi, j'ai le chiffre... alors, donc, peut-être, moi, j'ai l'âge médian 12 ans en France. Ouais, c'est ça. Et donc, quand les parents me disent « Ah, mais c'est un peu tôt, hein, avant 12 ans », je fais « Ouais, alors du coup... » Alors, en fait, donc, selon tes chiffres ou les miens, donc, si t'attends 12 ans, c'est-à-dire, il y a entre 50 et 70% de chances que ce soit le porno, en fait, qui soit la première
approche ever de la sexualité par ton enfant. Tu as le droit d'être OK avec, ou tu as le droit de vouloir donner à ton enfant un minimum de contexte, de cadre, de valeur, avant que ce soit sa première exposition à la sexualité. Comme tu veux. C'est comme tu le sens. Et vraiment comme tu le sens. C'est fou à quel point... c'est-à-dire à entendre les parents. Les enfants sont des anges, tu sais, des espèces d'êtres dépourvus de corps, totalement purs, etc. Et les enfants ne devraient pas... On ne devrait pas parler de corps, d'amour ou de sexualité avec les enfants, parce que ça n'existe pas. Bien sûr. Et ça n'existe évidemment pas. Donc en fait, on va le cacher sous le tapis, on va mettre genre bien sous le tapis, et puis comme ça, il n'y aura aucun problème. C'est quand même très, très problématique, cette vision... que moi, alors pour le coup, je suis désolée, je vais être dans le jugement obscurantiste en fait de ce qu'est l'éducation. Pour moi, en fait, éduquer un enfant, c'est vraiment l'accompagner vers l'autonomie, lui donner les capacités d'aller chercher son propre bonheur, son propre épanouissement, de se protéger soi-même et les autres. Et en fait, donner une éducation à la sexualité à son enfant, c'est exactement tout ça à la fois. Donc en fait, en apaisant son enfant sur ok, t'es en train de te toucher, enfin, alors tout va très bien, c'est complètement ok, c'est normal, tous les mammifères le font, tous les humaines le font, on a même des échographies d'humains en train de se branler, donc fœtus, donc autant dire que c'est complètement naturel et ok. Par contre, ce qui est important, c'est que tu protèges ton intimité et celle des autres, donc je t'invite à le faire dans un endroit où t'es tranquille, par exemple dans ta chambre. Waouh, c'était vachement compliqué à faire, ça a pris littéralement 30 secondes. Donc en fait, faites-le, juste plutôt que, comme certains parents le font, dire oh, arrête, faut pas faire ça. Ou de je ne sais pas quoi dire, je n'ose rien dire. En fait, il y a des mots hyper simples et le livre vraiment a cette vocation de se dire pourquoi les parents ne le font pas. Ok, parce que les parents ont peur. Ils sont peut-être gênés avec leur propre sexualité, de base. Les parents eux-mêmes ont un voyage, effectivement, un voyage personnel que j'ignore. Il y a eu ensuite, si on prend les chiffres, nous toutes, on peut considérer que il y a sans doute la moitié des parents, en tout cas des mamans, qui ont vécu des violences sexuelles. Donc c'est quand même, tu m'étonnes que ce soit compliqué. C'est abyssal en fait. Même quand tu le dis, je suis là genre. En fait, c'est abyssal. Mais c'est systémique en fait. Les violences sexuelles, c'est un problème systémique. Et puis en plus, 40% de ces violences sexuelles, je recite les chiffres de nous toutes, ont lieu avant l'âge de 15 ans. 40% avant l'âge de 15 ans. Donc en fait, oui, non seulement c'est abyssal, mais en plus c'est clairement très déprimant. Si ce n'est pas la violence sexuelle, il y a également beaucoup d'expériences de souffrance. La maternité, la parentalité, la grossesse, les accouchements, les dyspareunies, en particulier le vaginisme, les violences obstétricales, gynécologiques. En fait, il y a énormément de choses qui font qu'on peut être extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de son propre corps et vis-à-vis de la sexualité de manière générale. Il y a également les propres éducations qu'on a reçues, où globalement on nous a dit, on nous a rien dit, c'est ça, en fait. Où on nous a dit que c'était sale, ou alors à l'école on nous a dit attention, au sexe, VIH, sida, mort, ok, ou alors grossesse non désirée, IVG, mort quelque part aussi. Donc en fait c'est un peu des choses qu'on a grandi avec des stigmas globalement très négatifs. Donc en fait il y a 1000 raisons pour lesquelles ça peut être très très difficile, en étant parent, déjà d'en parler et de transmettre quelque chose, et à fortiori de transmettre quelque chose positivement à son enfant. Et du coup, ce livre, il a vraiment cette vocation de se dire, je me mets au même niveau que à peu près un parent lambda. Dire, partons du principe que c'est très problématique et que c'est compliqué, comment on fait ? Eh bien, il faut apaiser les parents, leur dire, vous savez quoi ? On a tous peur. Et c'est pas parce qu'on a pas peur qu'on va pas y arriver. Et on va être la première génération à surmonter nos peurs. Ces peurs que à peu près toutes les générations au-dessus de nous ont eues. Mais nous, par contre, on va s'en saisir et on va dépasser ces peurs pour protéger nos enfants et leur donner les moyens d'être épanouis, d'être respectueuses, de se protéger soi-même et de protéger les autres. Et vous allez voir, c'est une grande aventure, c'est 208 pages. C'est une grande aventure et on va y arriver, on va le faire ensemble et je vais pas vous lâcher.
Et vous allez voir, on va y aller chapitre après chapitre, de manière très progressive. Et non seulement ça va bien se passer, mais en plus, il y a un moment, vous allez tellement kiffer que vous allez oublier que je suis là, que je suis en train de vous guider, et vous allez prendre votre envol. Vous allez voir, ça va être cool. Voilà. Et c'est un peu ça, le livre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand je lis les retours sur le livre, parce que c'est une expérience humaine que vivent les parents. Alors, donc, il y a des parties qui sont faites pour les parents, des parties pour les enfants que les parents peuvent lire avec leurs enfants, puis à mesure que les enfants grandissent de plus en plus en autonomie. Et tout le monde me décrit cette espèce enfin, je sais pas comment dire ça en fait, de projection que moi j'avais et qui était vraiment mon objectif en créant ce livre. Ça a fait naître des conversations incroyables entre mes enfants et moi. On a pu discuter de sujets passionnants. Les questions ont fusé. On n'arrivait pas à s'arrêter. C'était un moment magique. Et en fait, c'est un peu ça aussi le postulat. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est un sujet qui vous éloigne de votre enfant, que c'est un sujet compliqué. Et en réalité, une fois que vous allez être dedans, non seulement vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, et du coup, j'ai travaillé avec un collège d'expertes, donc pluridisciplinaires, donc pédopsychiatres, gynécologues, psychologues, médecins généralistes, thérapeutes, professeurs des écoles. Donc on a travaillé dans cette équipe pluridisciplinaire sur chaque mot, chaque expression, chaque ligne, pour que l'ensemble du livre soit safe pour votre enfant, et qu'il soit adapté à sa maturité psycho-émotionnelle, psycho-affective, vous allez voir. Et aussi, à mesure que vous allez lire en fait, et avancer dedans, eh ben, ça va vous rapprocher de votre enfant, mais à un degré dont vous n'avez pas idée. Parce que, enfin, l'enfant va se sentir comprise dans ce qu'elle vit dans son corps, dans les questions qu'elle n'osait pas vous poser avant, parce que quelque part, il fallait lui ouvrir la porte, il fallait montrer que, regarde, tu sais quoi, on va créer un espace safe et on va entrer tous les deux dedans. Et une fois qu'on sera dedans, on va pouvoir se dire des choses qu'on n'a jamais osé se dire, des sujets dont on n'a jamais parlé avant. Et à la fois, ma propre intimité de parent et ta propre intimité d'enfant va être préservée. Et malgré ça, on va créer une connexion qui va nous rapprocher plus que jamais. Et c'est ça qui se passe dans les retours que j'ai de ma communauté et que je poste en story. Tu vois, ma story, mon livre, elle contient déjà plus de 100 machins, donc je peux plus en rajouter, mais j'ai reçu littéralement des centaines de retours que je mets en story. Et c'est émouvant, en fait, à chaque fois que je lis ces mots, de dire c'est fou, en fait, que tu transformes la relation. Voilà, c'est exactement ça que... Voilà, c'était un peu... Non, mais... Et aussi, c'est ce que tu as expérimenté, toi, quand tu étais plus jeune, mais comme tout le monde, mais sauf que toi, tu as des bouquins de médecine à la maison. Alors ouais, non, mais c'est pas la même chose. Par contre, c'est clairement ce que j'ai expérimenté quand j'ai parlé du sujet avec les enfants. C'est-à-dire, ce livre, il est né du jour où mon enfant le plus jeune a dû dire « Maman, c'est quoi ton métier ?» Et j'ai fait « lol, je suis influenceuse. Non, pas du tout. Alors du coup, je lui ai expliqué que j'étais créatrice de contenu éducatif pour aider les personnes à avoir une vie amoureuse, affective et sexuelle épanouie. Et là, mon enfant fait, mais sexuelle, maman, ça veut dire, c'est comme sexe, mais ça veut dire quoi, sexe ? Et là, je me fais, ok, c'est parti. Voilà. Là, on y va, on est lancé. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai faite, et c'est un peu la boîte à outils que je mets en début d'ouvrage, si votre enfant vous pose des questions, d'abord, je lui dis, merci déjà beaucoup d'avoir posé cette question, c'est une très bonne question. Donc, remercier l'enfant, valoriser la question. Quand vous remerciez votre enfant, il se dit « Ah, c'est bien l'adulte de confiance à qui poser ma question. 2, ma question, elle est bien vue, donc je vais pouvoir en poser d'autres. C'est vraiment la porte ouverte à plein de questions. Et 3, je lui dis « Et toi, tu penses que ça veut dire quoi, sexe ?» Et là... J'ai adoré ce shift dans le bouquin, en fait. Je trouve ça super smart. En fait, et du coup, là, à l'époque, elle avait 5 ans, donc commence à parler... Et tout d'un coup, je vois débouler les grandes qui disent « Mais ça parle de quoi ? Est-ce qu'on peut rester ?» Voilà, donc tous agglutinés autour de moi comme une grappe, là. Ça commence à parler. Et puis tout d'un coup, donc chacune y va de sa vision de ce que ça veut dire sexe.
Et là, je pose d'autres questions, je vais chercher des livres, on continue à discuter, on regarde un peu des anatomies de vulve, de pénis. Et il y a des questions sur lesquelles j'arrive à très bien, ça déroule, et des questions sur lesquelles je suis en mode, bon, alors, là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'aille faire des recherches ? Et quand j'ai la réponse, je reviens vers vous. Ouais, d'accord. Et du coup, non seulement je suis allée faire des recherches, mais surtout, je suis allée chercher un livre pour matérialiser ce qui s'était passé pendant 45 minutes. Ce qui s'était passé pendant 45 minutes, c'était mes enfants autour de moi sur un canapé, autour de planches anatomiques et autour de chacun qui parle de sa propre expérience, sa propre vision du truc, des questions qu'on a entendues à l'école ou des expressions qu'on a entendues à l'école, et ça veut dire quoi ça ? Et tout d'un coup, je me suis dit, là, la discussion que j'ai eue, elle était unique. Et comment est-ce que je fais pour la recréer ? Et quel livre va me permettre de m'asseoir avec LE sur le canapé, d'ouvrir le livre et de continuer la discussion ? Et j'ai cherché. Et du coup, j'ai trouvé plein de bouquins pour adultes. Comment parler de sexualité à vos enfants, oser en parler avant qu'Internet le fasse, ceci, cela. Et aussi, il y avait, alors côté enfant, à l'époque, il y avait le zizi sexuel. Le fameux. Et on va quand même rendre grâce à Zep et Hélène Brûleur de l'avoir fait il y a 20 ans. À une époque où rien n'existait, qui reste malgré tout pas très inclusif, on a le droit de le dire, même dans sa nouvelle édition, c'est-à-dire rajouter 15 pages pour dire alors il existe d'autres sexualités que la cis hétéronorme, en fait ça rend pas un livre inclusif, c'est-à-dire pour moi un livre il doit être inclusif dans son intégralité, et c'est vraiment le cas de mon livre. Et ensuite c'est un livre transitionnel, c'est-à-dire c'est un livre que les parents donnent à leurs enfants en mode tu y trouveras tes réponses. Et moi c'était pas du tout ça que j'avais envie de vivre avec mes enfants. J'avais envie d'ouvrir le livre avec eux, qu'on lise ensemble, et que les questions fusent autour de celles qui sont écrites et de toutes celles que mes enfants peuvent avoir en cours de lecture. Un livre qui nous rassemble, qui nous fédère, qui puisse matérialiser l'espace qu'on avait créé, l'espace safe qu'on avait créé. En fait, comme il n'existait pas, je l'ai écrit. Et du coup, tu t'es basé, j'imagine, sur les questions de tes enfants, mais aussi sur les questions que tu as pu avoir en école ? Oui, alors à partir... Non, je me suis basée sur les questions de la commu. C'est-à-dire à partir du moment où c'était hyper clair pour moi. C'est-à-dire, en fait, à mesure que le temps arrivait, je me suis dit, ouais, mais bon, j'ai écarté ça. Ensuite, j'ai été approchée par des maisons d'édition quasiment chaque semaine pour plein de projets éditoriaux. Et en fait, j'ai pas priorisé tout de suite ce livre. C'est-à-dire, je me suis dit, ma commu, elle m'attend sur autre chose. Elle m'attend sur un livre pour les adultes. Ou éventuellement pour les ados. Mais pas pour les enfants, clairement pas. Et en fait, j'ai clairement, à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais dans ma tête, il y a un moment où ça s'est aligné. Sans doute la rencontre avec Albin aussi, c'est-à-dire en fait l'équipe éditoriale, il y a une espèce de synchronicité. Et je me suis dit, c'était pendant le confinement, premier confinement, et c'est vrai qu'on était beaucoup avec nos enfants pendant le premier confinement, et que ces discussions-là, elles étaient encore plus prégnantes que d'habitude. Et puis voilà, Aurélie Starkman, Sophie Nanteuil, il y a eu une espèce de trio qui a été réuni, et là on s'est dit allez go. Et là, j'ai demandé à ma commu, les parents, celles qui sont parents, quelles sont les questions que vos enfants vous posent, quel âge ont vos enfants. Et du coup j'ai reçu 1000 questions. 1000 questions. Donc ensuite, j'ai une énorme commu. Non, bien sûr. Mais du coup, t'imagines. Et puis, alors, à côté de ça, beaucoup de personnes qui ne sont pas parents dans ma commu, même la grande majorité, disaient, alors, nous, on n'a pas d'enfants, mais par contre, quand on était enfant, il y avait plein de questions qu'on n'osait pas poser. Et du coup, j'ai fait un deuxième sticker de questions en disant, OK, quand vous étiez enfant, quelles sont les questions que vous n'osiez pas poser ? Et là, j'ai reçu 3000 questions. Et donc, en fait, on est parti à la base d'un tableau Excel de 4000 lignes. C'est ça l'histoire, en fait, aussi du livre. Et du coup, des 4000 questions, il a fallu choisir les plus récurrentes, les plus pertinentes. Et puis après, il y avait un intuitu personnel, clairement. Moi, j'ai vu en fonction des questions que j'avais à la maison. Il y avait des choses qui, clairement, me semblaient importantes à intégrer. Et puis aussi... les réponses, tu sais, je fonctionnais parfois de manière itérative quand c'était des questions que mes enfants avaient posées.
Alors, je l'ai rassemblé, j'avais mon comité de, Mon comité de lecture, de relecture. Alors, si je vous dis ça vous parle ? Ok, ça vous parle pas. Bon, je vais revoir ma copie. À plus tard, les enfants. Et en fait, il y a eu un vrai travail itératif et puis aussi un vrai travail collaboratif avec ce collège d'experts du monde de la santé et de l'éducation. Donc, pédopsychiatre, psychologue, gynécologue généraliste, professeur des écoles, thérapeute spécialiste du genre. Morgane Noam, et franchement, ça a été un travail d'équipe pour avoir la réponse à chaque fois qui sonne juste. Et moi, j'ai eu la sensation que ce livre ne finirait jamais, que je finirais jamais de l'écrire, tellement, tu sais, tu recherches une forme de fluidité, parce que j'avais vraiment envie que les parents, la prise en main, soit évidente, que les parents prennent le livre et se disent ça roule ma poule, vraiment je suis entre bonnes mains, Brandon, bim, en fait voilà, c'est ça, il y a une espèce de fluidité absolue dans la lecture et comme beaucoup de gens qui le savent, pour que ce soit simple, c'est compliqué. Pour créer de la fluidité, il faut beaucoup de complexité derrière. Ça demande beaucoup de travail. Et en fait, moi, le premier jet est arrivé finalement assez rapidement, en peu de temps d'écriture. Mais je pensais que la relecture, et puis la relecture serait une partie de plaisir. Moi, j'ai l'impression d'avoir réécrit le livre. Je pense que c'est le cas en réalité. Ça a été très long. Et il y a un moment, en fait, mon éditrice m'a dit allez hop, on lève le stylo, on a la copie. Et heureusement, il y a un moment, il faut arrêter parce que sinon, tu peux y passer 5 ans sur ce livre. Je souligne également Juliette Mercier, aka Stomy Buzzy sur Insta, qui a fait les illustrations et qui a fait un travail monumental. D'abord, elle a délivré au fil de l'eau, c'est-à-dire dès que je rendais un chapitre, elle faisait les dessins, ça allait à une vitesse phénoménale, d'une. Et d'autre part, quand j'ai dit que je voulais un livre hyper inclusif, j'ai pas eu à le redire 2 fois. Donc sont arrivées des illustrations avec toute forme d'identité, de genre, tu as lu le livre, les couleurs de peau, les morphologies, les situations de handicap, tout était évident. Et moi, c'était important qu'on ait un livre dans lequel chaque enfant, chaque parent aussi puisse se reconnaître, tous les modèles familiaux, etc. Voilà, donc c'était vraiment... donc ce livre-là, c'est aussi une belle aventure humaine, mine de rien, qui, moi, m'a permis de tenir, finalement. On était... encore en 2e confinement quand j'ai commencé l'écriture. Ensuite, il y a eu le 3e confinement. Non, mais c'était quand même un gros truc. Et finalement, moi qui ai bossé pendant 12 ans dans une grande boîte où on était quelques milliers, n'est-ce pas ? Là, ça m'a fait du bien de ne plus être seule sur mon compte Instagram et de me sentir partie prenante à une vraie aventure humaine autour de ce livre. Et clairement, j'imagine que ça doit se lire entre les lignes, mais ce livre, il a été fait dans la joie et la bonne humeur. Et c'était cool, en fait, d'avoir cette équipe-là à un moment où on était globalement, socialement, plutôt très seuls, quoi. C'est clair. Mais en fait, j'avais pas réalisé à quel point... toute ta démarche, elle est hyper communautaire. Non, franchement, tu vois, j'ai dit en plaisantant au début bonjour la commu, etc., parce que tu le dis systématiquement. Ouais. Mais j'avais jamais calculé à quel point c'était aussi tu vois, un truc communautaire, que en fait, ça avait vraiment démarré sur des questions-réponses, et du coup, tu as tout construit. En fait, tout est construit comme ça. C'est clairement ce qui demande le plus de travail. Clairement, oui. Et puis aussi, là, tu vois, il y a des personnes qui m'ont remercié pour le dimanche confession et moi qui réponds, moi, je n'ai rien fait. Je suis juste une passeuse d'histoire, pour le coup. Je suis une passeuse globalement, je suis une passeuse de science et d'histoire. Voilà, c'est un peu comme ça aussi que je me vois. Et les gens, ils aiment bien les histoires. Non, ça c'est sûr. Mais ils sentent moins seuls déjà. Oui, il y a beaucoup, effectivement. Il y a un vrai... Et puis aussi, comme tu disais, je dis bonjour la commu. Ouais, clairement, on se sent moins seul. Et moi, les gens qui me demandent comment t'expliques le succès d'Orgasme et moi, c'est clairement un endroit où tu viens chercher de l'information, du contenu que tu ne trouves nulle part ailleurs. Et puis, à mesure qu'on a vécu ces 18 mois de confinement, de couvre-feu, etc., reconfinement, il a fallu quand même tenir la commu. Moi, j'ai quand même eu la sensation, à travers mon compte, de participer à un effort collectif de, je sais pas comment dire ça, de désenclavement social ou de sortie de l'isolement. C'est-à-dire, en fait, vous n'êtes pas seul.
Et j'ai ensuite pris cette habitude depuis le début, et qui est absurde. Ne faites pas ça chez vous. Je lis et réponds à quasi tous mes messages. Moi aussi. J'en ai 5000 par semaine. Mais moi, j'en ai moins. Et en fait, tu vois, je me dis, mais les gens, je suis persuadée qu'il y a des jours où elles m'écrivent uniquement parce que peut-être que je serai la seule personne à leur parler ou à leur répondre aujourd'hui, pour certaines. Et puis, à mesure que les histoires arrivaient, que je les publiais, il y a des private jokes qui sont arrivés. Ouais, enfin, on a fait communauté, on a fait bloc ensemble pour se soutenir, se raconter des histoires, se faire marrer, se faire chauffer. Voilà, vraiment se souder. On n'a rien lâché. J'ai fait des lives au début, premier confinement, j'en faisais tous les 2 jours. C'était à l'époque, on ne pouvait pas enregistrer les lives, c'est dommage, hein, j'ai pas pu regarder. Mais deuxième, troisième confinement, c'était 1 par semaine. En fait, j'ai réellement fait le mariole et puis les danses de la joie à la maison. Enfin, je me suis remis à la pole dance. Enfin, ouais, il y a un moment en fait où il y a un côté aussi. Voilà, enfin, faut que ce soit un endroit convivial, fun, plein d'autodérision, d'humour, et voilà, c'était aussi ça qui permettait de faire corps. Ouais. Je serais hyper beau, mais effectivement, je vois très bien ce que tu racontes, parce que je pense que quelque part, j'ai essayé de le faire aussi à ma manière, tu vois. Bon, c'est forcément différent, mais je vois très bien la démarche. Est-ce que, pour revenir à la toute première question que je t'ai posée, c'était quoi? Moi, je sais très bien ce que c'était. La toute première question, c'était autour de l'inégalité devant ce sujet. Ah ouais, bien sûr. Tu vois? Et dans l'apparition de l'ouvrage, du coup, parce qu'effectivement, l'éducation, et c'est vrai que j'ai fait une faute énorme de parler de sexualité des enfants, c'est débile de ma part. Non, c'est plutôt l'éducation. C'est l'éducation sexuelle. Et encore, j'ai envie de dire, il faut aussi clarifier le propos, parce que moi, j'ai ressenti chez certaines personnes, quand je parlais d'éducation à la sexualité des enfants, que déjà, ça cringe chez certaines personnes. Alors, je suis en mode, on va se calmer. C'est fini l'époque Cohn-Bendit de 1970 où on apprenait aux petits-enfants à faire des fellations. Ça s'appelle de la pédocriminalité. Donc en fait, non. L'éducation à la sexualité pour les 5-12 ans, d'abord, pour donner des bases, c'est l'âge recommandé par l'OMS et l'UNESCO. Donc c'est l'âge de latence entre 5 ans. Donc on est sorti en théorie des âges, stade anal, phallique, oral, que traversent les enfants, où ils découvrent leur corps et ils sont assez assez obsédés quelque part dans cette observation, et voilà. Et à 12 ans, on entre dans une autre dynamique hormonale avec le début vraiment de la puberté. Donc 5-12 ans, c'est un âge où l'enfant a globalement une relation apaisée, plus sereine avec son corps, et c'est aussi du coup l'âge où on peut en parler de manière, je dirais pas la plus désincarnée possible, mais en tout cas la plus apaisée possible. Donc voilà. Et ensuite, de quoi on parle aux enfants de 5 à 12 ans? On leur parle, et du coup j'ai envie de dire, prenez le sommaire de corps, d'intimité, puberté, estime de soi, premiers émois, consentement. Et il y a un chapitre sur l'amour, le sexe et le plaisir, et les bébés. Donc concrètement, sur 8 chapitres, il y en a un à proprement parler qui va approcher la sexualité. Mais il y a 7 chapitres qui sont essentiellement un apprentissage de soi, en fait, d'être à soi, de s'approprier son propre corps, d'apprendre à le nommer, d'apprendre à prendre conscience de cette intimité, donc qu'il faut protéger, et vice-versa. Donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et du coup, de même que toi, tu es le roi, la reine de ton territoire, ton intégrité physique, il va falloir que tu respectes le territoire de l'autre. Et ça s'appelle le consentement. Et ça, c'est... il y a énormément, du coup, puisque ça représente presque 30% du livre, qui est dédié à ces notions d'intimité, de consentement. Et pour le reste, c'est de l'estime de soi, c'est les émotions, c'est également du vivre ensemble. Et donc c'est vraiment pour moi un apprentissage à être soi et à être aux autres également, à vivre ensemble. Et c'est en gros, voilà, c'est ça, l'éducation à la sexualité chez les enfants. C'est quand même beaucoup plus sain en fait, et j'ai envie de dire indispensable, que les parents ne peuvent le projeter, etc. Et du coup, oui, donc on revient à ta question. Donc cette éducation à la sexualité chez les enfants. Merci. Ouais. Déjà, je pense qu'on est inégaux parce que
on a quand même une éducation qui est quand même très différente d'une personne à l'autre. Et ça n'empêche que les milieux familiaux ont un rôle, je pense, dans cette inégalité. Moi, je vois les personnes, par exemple, qui sont atteintes de vaginisme. Quand on creuse un peu dans le vaginisme primaire les histoires familiales, on a quand même des histoires pas simples, en fait, en termes de rapport au corps, de rapport à l'intime. Il y a beaucoup de tabous et beaucoup de pression et d'injonctions, souvent. Donc en fait, c'est intéressant de creuser. C'est pas systématique, hein, mais on retrouve quand même pas mal d'histoires familiales où on se dit, bah tiens, c'est un rôle à jouer dans cette inégalité. Et pour le reste, de même qu'on est inégaux devant l'appétit, le sommeil, etc., on est aussi, je pense, très inégaux devant notre propre rapport à notre corps sexuel. Enfin, je sais pas, comment tu le sens, toi? Je crois que... En fait, on en a parlé, mais je pense qu'il y a un manque d'éducation hyper fort sur le sujet, et même pour les adultes qui pratiquent le sexe, oui. Il y a vraiment ce truc, tu parlais de Chloé McIntosh, j'ai fait une retraite avec elle et toute son équipe. Mais une retraite genre Vipassana? Non, une retraite sur la sexualité. Ah, sur la sexualité. Non. Oui, évidemment. Non. Ok, donc... Non, c'était avec ses équipes, et donc c'était sur la sexualité. Et en fait, tu te rends compte à quel point, tu vois, moi j'ai 44 ans. Tu as des trucs que tu apprends, par exemple, un truc bête, mais que le dessous de ta langue, c'est plus doux que le dessus. Ouais. Et en fait, quand tu fais un cuni ou une fellation, en fait, en général, tu utilises le dessus de ta langue. La partie la plus râpeuse. Ouais. Et voilà, et en fait, là, tu découvres, ah ouais, c'est pas con, en fait, quand tu touches avec ton doigt, c'est vrai que c'est quand même vachement plus doux par le dessous, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est des trucs, en fait, j'ai jamais réfléchi, en fait. Tu vois, ces trucs, si personne te le dit. Exactement. Ouais. Exactement. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment ce truc de manque d'information, tout simplement. Et après, effectivement, en fonction des milieux, en fonction du background culturel, de ton expérience familiale, forcément, ça crée des différences qui sont assez majeures aussi, évidemment. Ouais. Et puis aussi, il y a un moment, je pense qu'il y a une forme de pilule rouge à avaler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un moment, en fait, où tu décides que... en tout cas, moi, je le vis comme ça avec mes patientes que j'ai dans ma consulte de praticienne en sexothérapie. Il y a un moment où tu décides, t'as plus envie de vivre, j'allais dire, la sexualité à papa. Enfin, le truc qu'on t'a toujours décrit comme étant le sexe. Donc forcément cis hétéro, forcément avec de la pénétration, forcément... voilà. Et en fait, il y a un moment, effectivement, il y a quelque chose de wild, enfin un peu qui apparaît. Et là, à ce moment-là, il y a des choses qui commencent à se produire. Mais j'ai cette sensation qu'il y a parfois un déclic. Et d'ailleurs, il y a une story que j'avais adoré faire, qui a été une story à base de brisures. C'est-à-dire des gens racontaient... c'était le même pattern. Donc j'étais dans cette relation-là. Globalement, ça se passait pas très bien. Au niveau cul, moi j'avais grandi dans l'idée que le sexe, c'est une meuf qui parle, c'est pour faire plaisir à l'autre. Donc voilà. Puis en plus, je croyais que c'était un dû. Donc en fait, derrière, tu comprends qu'il y a du viol conjugal non dit, hein, mais voilà. Qui arrive quasiment systématiquement, je pense. Mais oui, voilà, c'est ça. Genre, il avait ses besoins, tu comprends. Alors, j'avais pas envie qu'il fasse la gueule, donc voilà. Même parfois, je prenais les devants, alors j'en avais pas du tout envie. Enfin bref, de toute façon, j'ai envie de te dire, je pense que je raconte ça et en fait, il y a sans doute la moitié des femmes dans ce pays qui vont dire oui, je vois très bien. Je pense que c'est plus qu'à la moitié, malheureusement. Qui vont dire oui, juste la base, quoi. Et puis jusqu'au jour où... Tu réalises que c'est un viol, en fait. Oui, c'est ça. Alors, non, mais cette story, elle avait fait très mal, hein, parce que du coup, j'avais effectivement reçu une pluie de commentaires. Ça, c'est très dur, hein, pour moi à vivre. Quand tout d'un coup, tu vois la même scène que tu vis chez les autres et que tu la vois, du coup, analysée et puis aussi qualifiée. Donc moi, j'avais ça s'appelle un viol domestique ou conjugal. Et en fait, là, tu te reçois effectivement une flopée. Mais quand je dis une flopée, c'est quelques dizaines, en fait, de personnes qui te disent, en lisant ta story, j'ai compris ce que j'étais en train de vivre. Voilà. Et ça, c'est mon quotidien. Enfin, ensuite, du coup, donc pattern 1,
Jusqu'au jour où, alors moi, il y avait un témoignage qui m'avait marqué. C'était genre une soirée professionnelle. Et je sais pas pourquoi, mais il était gentil. Et puis en plus, voilà, enfin, j'ai rien vu venir. On s'entendait juste bien. Et puis un jour, il y a eu un séminaire. Et je sais pas pourquoi. Voilà, on était tous les deux très joyeux. C'était une très belle soirée. Et puis j'ai eu envie de l'embrasser. Et puis derrière, eh ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Alors, et puis tout d'un coup, c'était la première fois en fait que quelqu'un me demandait mon consentement. Et puis c'était la première fois que quelqu'un venait spontanément entre mes cuisses pour me faire jouir. Et encore, et encore, et encore. Puis il en avait rien à foutre que je m'occupe de son pénis. Il voulait juste me faire jouir. Et en fait, je savais pas, j'avais plus envie de rentrer chez moi. Ok. Voilà, c'est parti. Et là, c'était la boîte de Pandore. C'est-à-dire, j'ai posté ça. Et là, tout d'un coup, j'ai eu 500 témoignages similaires. Et je suis là, ok. Donc en fait, c'est ce que j'appelle la pilule rouge parfois en termes de sexe, qui peut être liée soit à une lecture. Donc souvent, mon compte, par exemple, agit comme pilule rouge sur pas mal d'âmes, tu vois. Ça peut être une rencontre, ça peut être un accouchement, une maternité aussi qui tout d'un coup, pour une raison X ou Y, ça y est, tu t'incarnes en fait pour de bon et tu te laisses complètement vivre et ça y est, tu te reconnectes également à qui tu es. En fait, cette pilule rouge, c'est ce que j'appelle la pilule rouge du sexe et j'ai quand même la sensation, en termes d'inégalité, qu'il y a aussi cet accès à cette pilule rouge. Puis d'autres personnes, tu sais pas pourquoi, grande inégalité, on leur a filé la pilule rouge dans la bouche à la naissance. C'est dégueulasse. Remboursez, rendez-la. Et là vraiment, tu te dis bon bah écoute, peut-être que, voilà, moi je considère que quelque part, que je veuille ou non, moi cette pilule là, je l'ai eue, je pense assez jeune, si ce n'est toujours, et que quelque part, sans parler de mission de vie et tout, mais le fait qu'aujourd'hui je puisse en parler sans que ça pose problème. En tout cas, je me pose même pas de questions. Et ben quelque part, c'est horrible. Je suis en train de me dire, moi qui lutte en permanence sur l'aspect gourou, là tout d'un coup, cette visualisation de toutes ces bouches ouvertes, et moi un peu l'hostie, c'est genre oh non, pas cette vision-là, stop, reprenez, merci. Ouais, mais en tout cas, il y a un côté de, on est tous inégaux, mais il y a un moyen très fort qui s'appelle l'éducation, quand même d'essayer de pallier un peu à ces inégalités, d'ailleurs. Merci. Et ouais. Et ensuite, pour le reste, il y a également les rencontres. Et ça. Et donc toi, tu l'as eu à la naissance et tu as eu aussi après la naissance, c'est-à-dire après la naissance des enfants, ce que tu disais. Ah ouais, clairement. Là, il y a eu une reconnexion. Alors, qu'est-ce que je suis contente. Mais ensuite, n'empêche que pourquoi après la naissance de mes enfants ? Parce que pour la première fois dans mon corps, post-pubère, j'étais sans pilule. Enfin, il y a aussi... Alors moi, je ne vais pas entrer en diatribe contre pilule, hormones, contraception. C'est un sujet médical. Je n'y touche pas. Mais je vais parler de mon expérience personnelle. C'était la première fois que j'étais sans hormones. Et encore, j'ai envie de dire, moi, j'ai un DU hormonal parfaitement. Et donc, non, je ne suis pas complètement sans hormones, puisque j'en ai qui agissent à un niveau local. Mais entre un niveau local et les 11 ans, entre 16 et 27 de pilules orales que j'ai eues, de contraception orale, ah mais il n'y a pas photo. C'est-à-dire en fait, j'avais la sensation que pour la première fois de ma vie, je revenais avec le même niveau d'intensité hormonale que pendant ma puberté en fait. Et ça a été formidable. Donc moi je l'ai vécu. Alors effectivement, clairement, les maternités et mes accouchements m'ont rendu super puissante. Moi j'y vois clairement une espèce de puissance aussi de mon corps qui... avec ce qu'il a traversé, c'est quand même un ventre qui a fait naître 3 fois la vie et voilà, je suis hyper fière de mon corps et de ce qu'il a accompli, ce qu'il accomplit chaque jour. Derrière, il y a toutes ces hormones, il y a mon clitoris que je vois comme un grand soleil, tu vois, qui rayonne et qui ne demande qu'à rayonner. Et du coup, peut-être pour répondre à une question qu'on me pose souvent, comment se passe la baisse depuis que j'ai créé le compte ? Alors ça, c'est quand même un sujet... J'ai pas pensé à te poser cette question. Et en fait, tu vois, c'est très intéressant de voir à quel point mon corps a été complètement un driver dans plein de choses dans ma vie. Enfin, moi, je me qualifie d'intuitive et j'ai un peu l'impression que c'est mes guts, c'est mes ovaires qui parlent beaucoup. Et je prends beaucoup de décisions très rapidement. Et là, depuis que j'ai créé le compte, il y a un truc, cette espèce de rayonnement, etc.
et d'investissement, parce que c'est énormément d'énergie. Parce que 5000 messages par semaine, ça veut dire 700 à 800 par jour. Donc l'essentiel du travail sur le compte, c'est du travail bénévole. C'est du travail de répondre à plein de questions. Alors, les gens qui me disent, mais il faut arrêter de leur répondre et tout. Oui, mais alors, en fait, qu'est-ce que je fais, en fait, quand des ados et des jeunes adultes, le plus souvent étudiants, étudiantes, viennent me poser des questions. Alors, vous n'êtes plus en train de chanter. Alors, on chantait la précarité étudiante, etc. pendant le confinement. Elle ne s'est pas arrêtée depuis qu'on a été déconfinés. C'est clair. Les ados et les jeunes adultes, en France, pour une raison X ou Y, se sentent de venir poser leurs questions à moi plutôt qu'à des assos type planning familial ou autre. Je suis devenue une espèce de guichet ouvert de conseils, consultations en sexothérapie gratuit. Donc il y a une part de mon travail qui est la création de contenu. Je suis passeuse de sciences, passeuse d'histoire. Et en même temps, je suis également en pro bono, en délégation de service public, pour accueillir une parole soit mineure, soit jeune adulte, parce que ces personnes n'ont absolument aucun moyen d'aller dépenser de l'argent en consultation de sexo. En situation rurale, n'ont pas non plus la porte à côté, le planning familial. On n'y pense pas toujours. N'ont pas forcément envie ou ont peur d'aller être jugés en fait par des personnes qui vont les shamer sur leur identité de genre, leur orientation, leur pratique sexuelle. Et en fait, du coup, toutes ces questions, elles arrivent chez moi. Et c'est un volume hallucinant de questions. Et puis également toutes les souffrances et toutes les femmes qui ont été... on dit souvent, vous avez qu'à en parler à un médecin. Mais en fait, quand je vois en fait les femmes et leur vécu, c'est pas forcément simple en fait d'en parler à un médecin de famille, à un gynécologue. D'autant plus quand tu es dans un village où tout le monde... Et a fortiori, quand on apprend qu'il y a des départements français où il y a 2 à 3 gynéco par département, voire il y a 14 départements sans gynéco. Exactement. En fait, on est là, ok, donc en fait, on fait comment? Et il y a une vraie carence. Et là, on parle en termes institutionnels. Il y a une vraie carence, dans l'éducation à la sexualité. Il y a un immense manquement à tous ces gamins, gamines et tous ces jeunes étudiants, étudiantes qui n'ont nulle part où poser leurs questions, et en tout cas où poser gratuitement leurs questions à des personnes en qui elles ont confiance, et que je le veuille ou non, je suis un peu une figure maternelle, tutélaire, bienveillante, et les gens viennent me poser la question. Donc voilà, donc je passe un temps fou en fait à répondre à toutes ces questions. Non, mais évidemment, non, mais je pense que les gens ne se réalisent pas non plus parce qu'en fait, par question, évidemment, c'est pas grand-chose, mais c'est les questions en cumulé. Alors en fait, ça, je vais parler en termes horaires. Ça représente entre 43 et 50 heures par semaine, ma connexion à Instagram. Et sur les 43 à 50 heures par semaine, il y a peut-être... C'était toi. Il y a peut-être 15 heures de création de contenu. Tout le reste, c'est uniquement des réponses à mes messages. By the way, je suis également une porte d'entrée dans la violence sexuelle. Donc, que ce soit à travers mes stories, où tout d'un coup, les personnes réalisent ce qu'elles ont vécu. Et du coup, c'est oh là 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 là. Et les gens viennent se déverser chez moi, souvent juste pour être écoutés. Donc, il y a des fois pas besoin de grand-chose, juste une oreille attentive, une écoute active, parfois plus. Où est-ce que je peux aller, à qui est-ce que je peux aller en parler? Est-ce qu'il y a une association? Tu me conseilles d'aller voir quoi? Donc je fais également réorientation. J'ai un peu l'impression d'être le 18 parfois. Oui, alors non, donc pour ce problème-là, urologue, pour ce problème-là, sage-femme, pour ce problème kiné ou ostéo. En fait, je réoriente énormément. En fait, je fais beaucoup de réorientation vers le monde médical. Ensuite, j'ai des parents médecins et je pense que on a eu des discussions avec mes parents très tôt dans le compte. Et je leur ai dit, je pense que pour le coup, s'il y a un truc dont je suis sur lequel je suis lucide, c'est quand ça relève de la sexothérapie ou de l'éducation et quand ça relève du médical. Exemple, les questions de contraception, même si j'ai la réponse, je ne réponds jamais. On est sur un sujet médical, tu dois parler à une professionnelle de santé. Voilà. Et c'est pour moi, il y a des lignes rouges et elles sont très importantes à respecter. J'avais mis un post qui était écouter, c'est un acte d'amour. Ah, tellement. Mais c'est vraiment ça. Ah ouais, complètement. Et exactement. Alors, c'est marrant que tu me dises ça. Les gens me disent que c'est quoi l'énergie première du compte? Je dis c'est l'amour. En fait, on fait pas
tout ça, moi, c'est une vraie histoire d'amour que je vis avec ma communauté. Et tout d'un coup, je rebooste avec ce truc de tout à l'heure. Depuis que j'ai commencé à travailler sur ce compte, mon hypersexualité, elle s'est complètement déplacée dans le compte. C'est-à-dire, en fait, toute cette énergie que j'utilisais auparavant, mais plus pour ma propre sexualité, que ce soit avec moi-même ou avec autrui, là, j'ai une espèce de déplacement libidinal formidable. Et en fait, cette énergie, elle est complètement investie vers les autres, vers le compte, dans cet amour-là que j'envoie, mais qui m'est rendu au centuple. Je pense que, pour le coup, je vais vraiment dire merci à ma commu. Je crois que je baigne, je suis aussi baignée dans l'amour, donc quelque part, l'énergie circulaire fonctionne très très bien. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Pour les gens qui me demandent comment ça se passe pour moi dans ma vie perso depuis que j'ai créé le compte, je suis en mode c'est hyper apaisé. Du coup, parce que toute cette énergie-là, elle est investie. Ça durera combien de temps, j'en sais rien. Et pour l'instant, au contraire, j'ai l'impression d'être apaisée. Ouais. Parfait. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où. Mais je m'attendais pas à cette question. Mais si, il la demande à tout le monde, toujours. Mais non, mais mince. Alors du coup, sur quoi je veux ouvrir ? Et où claquer ? Ah bah ouvrir. Ah bah tu fais comme tu veux. J'ouvre sur autre chose. Autre chose ou pas, tu vois, ça peut être ouvrir la porte à l'éducation sexuelle, ça peut être ouvrir la porte à ce que tu veux. Très bien. J'ouvre la porte effectivement à un monde où on s'écoute davantage. Un monde où on se respecte également davantage. Un monde où chacune prend conscience de son rôle à jouer dans l'éducation des uns et des autres. Il y a une vraie éducation collective. Tout le monde peut créer un compte Instagram pour aider les uns les autres à s'éduquer. Chacun peut jouer un rôle dans l'éducation d'un enfant. C'est pas juste le parent. Toutes les personnes qui gravitent autour, vous avez votre rôle à jouer. Donc prenez votre rôle, prenez votre place. Vous n'avez qu'une vie. Faites-le maintenant. Allez-y. Parfait. Merci beaucoup, Charline. Merci, Craig. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.